Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dimanche 6 mai. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le RDR dit oui à la formation d'un parti unifié. Les militants du Rassemblement des Républicains l'ont décidé à l'issue du congrès extraordinaire du parti tenu hier au Parc des Sports de Trècheville et qui avait pour thème le RDR mobilisé pour le RHDP unifié. Le Trésor public vient d'organiser une rencontre à Yamoussoukro à l'attention des acteurs de recouvrement en vue d'augmenter le taux des amendes forfaitaires et judiciaires. Désormais, des poursuites seront engagées contre les personnes qui ne reversent pas dans les délais les amendes recouvrées. Après les opérations Épervier 1 et 2 menées sur l'ensemble du territoire, la police nationale lance Épervier 3, une opération de sécurisation qui vise à faire baisser la criminalité dans le district d'Abidjan et les grandes agglomérations. L'opération a été lancée à Koumassi. Les bureaux de vente ont fermé à Tunisie. Plus de 5 millions d'électeurs étaient aux urnes ce dimanche pour les municipales depuis la révolution de 2011. C'est la première fois que les Tunisiens élisent démocratiquement leurs conseillers municipaux. Soyez les bienvenus sur RTI1. On commence tout de suite par l'actualité politique nationale avec le 4e congrès extraordinaire du RDR qui s'est tenu hier samedi au Parc des Sports de Trècheville. Les militants du Rassemblement des Républicains sont favorables à la formation d'un parti unifié. Ils ont décidé à l'issue du congrès qui avait pour thème, je rappelle, le RDR mobilisé pour le RHDP unifié. La cérémonie de clôture, c'est avec Viviane Aimé. Après la cérémonie d'ouverture suivie des travaux en commission, le 4e congrès extraordinaire du RDR a été marqué en clôture par l'adresse du président d'honneur du parti, le président Alassane Ouattara. Une intervention qui est venue consolider les conclusions du congrès. Quant à la nécessité d'aller au parti unifié, sur la forme que prendra l'union qui sera réalisée, sur la construction du parti unifié qui va démarrer bientôt, sur le soutien des candidatures pour l'élection présidentielle de 2020. Tout d'abord, sur la nécessité d'aller au parti unifié. Le parti unifié, je dirais, est une chance pour nous et pour les générations à venir. C'est dans le parti unifié que nous consoliderons la paix et que nous préserverons durablement les acquis de notre gouvernance, le développement de notre pays et l'unité nationale. L'égoïsme ne mène nulle part, mais la solidarité donne toujours des résultats satisfaisants. Sur la forme de l'union qui sera réalisée, le président d'honneur du RDR est clair sur la question. Il ne s'agit pas d'une fusion des partis. Je sais que certains parmi vous ont encore des doutes, des incompréhensions. Je sais même que certains sont même réticents quant à l'idée du RHDP. Je vous demande de me faire confiance et je voudrais vous rassurer que le RDR ne disparaîtra jamais. Aucun parti membre du RHDP ne disparaîtra, car nous avons pris les dispositions et cela a été reflété cet après-midi dans les statuts que tous les partis membres du RHDP figureront dans le logo du RHDP. Oui, nous figurerons tous dans le logo du RHDP. Donc, nos partis ne disparaîtront pas. En réalité, ce qui se développe, c'est les retrouvailles des enfants de Félix Houphouët-Boigny pour bâtir la Côte d'Ivoire dans la paix, dans l'union, la discipline et le travail pour des décennies et des décennies. Vous pouvez me faire confiance, je n'accepterai jamais la mort subite du RDR, comme certains l'ont fait penser. L'heure est désormais à la formation du parti unifié. Le président d'honneur du RDR en a spécifié le processus. Maintenant que nous avons les textes fondateurs et l'accord politique, et conformément à la volonté exprimée par nos militants, je demande à la direction du RHDP
de procéder au dépôt des textes au ministère de l'Intérieur pour créer le RHDP. Et pour la consolidation du RHDP, je propose l'organisation du congrès constitutif du RHDP dans les meilleurs délais pour nous permettre d'asseoir le RHDP dans toutes les régions de notre pays. Sur le soutien des candidatures à l'élection présidentielle de 2020 au sein du Parti unifié, le président d'honneur du RDR clarifie le débat. Une élection présidentielle se prépare plusieurs années à l'avance. Et je voudrais insister pour dire que ce congrès constitutif devra poser les bases du choix de notre futur candidat à l'élection présidentielle de 2020. Et comme convenu dans l'accord politique signé par tous les responsables des partis membres du RHDP le 12 avril dernier, ce choix sera démocratique, car le RHDP, c'est la démocratie. Et j'ai toujours indiqué que tout le monde pourra être candidat en 2020. Oui, donc n'ayez nulle crainte que personne ne se sente exclu. La démocratie jouera pour que ce soit vous, les congressistes, vous qui allez désigner le candidat que nous présenterons tous ensemble pour les élections présidentielles de 2020. Et je voudrais insister pour dire que le meilleur d'entre nous sera désigné comme le candidat unique du RHDP. Au sortir de ce 4e congrès extraordinaire, le RDR est donc prêt pour entrer de plein pied dans le parti unifié qui se dénommera RHDP. Le président d'honneur du RDR a fait savoir que l'UPC, un des partis signataires de l'accord politique pour la création du parti unifié, a pris la décision de ne plus faire partie du RHDP. Mais la porte du RHDP n'est pas fermée. Le parti unifié se fera avec tous ceux qui le voudraient, a-t-il à nouveau fait comprendre. Voilà, lors de ce congrès donc, du RDR, le président d'honneur du parti Alassane Ouattara a annoncé la tenue d'un congrès constitutif du RHDP. À la clôture, les militants ont adopté les textes fondateurs du projet de création du parti unifié RHDP. On en sait plus avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Les congressistes ne se sont pas fait prier pour adopter les résolutions sorties des travaux en commission. Les textes fondateurs du parti unifié RHDP et le rapport général ont été adoptés à main levée, sans vote à bulletin secret. Une mobilisation au service du RHDP pour une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire en paix et une Côte d'Ivoire au travail. Et le président a été clair, l'appel a été lancé et je pense que toute personne épris de paix viendra rejoindre les rangs du parti unifié. Moi particulièrement, je n'étais pas pour le parti unifié parce qu'on était encore dans la nostalgie du parti du RDR et le président vient de donner un discours fort, un discours vraiment beaucoup plus éclaireur. Aujourd'hui, nous sommes aptes à aller dans un parti unifié. Nous ne souhaitons que la paix pour ce pays-là. C'est pour cela que nous avons adhéré, nous avons adopté et ce parti unifié verra bien le jour. Nous sommes prêts à aller au parti unifié très très bientôt. Nous attendons seulement le mot de départ pour que nous allons en parti unifié. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a passé un message très fort. Il appartient aux uns et aux autres de se mettre dans le navire de la paix conduit par le président Alassane Ouattara et son aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié. Les dirigeants du parti ont invité les militants à laisser de côté toutes les supputations et d'adopter le document relatif au projet de création du RHDP unifié. Nous souhaitons renforcer dans la conviction que le président de la République de Côte d'Ivoire, notre président d'honneur, est dans la vision. Dans la vision d'un parti unifié qu'est le RHDP. C'est pour la Côte d'Ivoire tout entière. Le RHDP est créé, c'est un parti et il revient à tous les partis de venir adhérer à ce parti. À ce titre,
La clôture a été ponctuée par plusieurs motions de soutien au projet de création du Parti unifié, de félicitations et d'encouragement au président d'honneur du RDR. Considérant que la création du Parti unifié est gage de paix et de stabilité durable de la Côte d'Ivoire, nous, militants du RDR, félicitons les présidents des partis membres du RHDP pour leur aptitude à travailler ensemble. Nous, militants du RDR, réunis en congrès extraordinaire, félicitons le président d'honneur du RDR, le président Alassane Ouattara, pour sa clairvoyance et son leadership. Exprimons notre gratitude et notre admiration au président d'honneur du RDR, le président Alassane Ouattara, et nous renouvelons notre indéfectible attachement. Le premier vice-président du RDR, Amadou Gon Coulibaly, a affirmé que le projet de création du Parti unifié date de la mise en place de la plateforme RHDP en 2005. Henriette Dagri Diabaté, la présidente du RDR, a rassuré les militants. L'avènement du Parti unifié RHDP ne fera pas disparaître le RDR. Un congrès constitutif pour la formation du RHDP est annoncé. Et loin de la scène politique, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, rencontre les rois et chefs traditionnels. Le ministre Sansan Kabilé a été invité par les têtes couronnées à Yamoussoukro pour les éclairer sur les dispositions de l'article 175 de la Constitution. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a assuré les rois et chefs traditionnels de la disposition de ces services à les aider pour la réussite de leur mission. Charles Tatou. Institutions traditionnelles regroupant rois, chefs de canton, chefs de tribus et chefs de village. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a en charge la valorisation des us et coutumes, la promotion des valeurs de paix, de développement et de cohésion sociale, puis le règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés. Toutes ces attributions sont des dispositions de l'article 175 de la Constitution ivoirienne. Pour réaliser donc sans reproche ces missions, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a invité le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Objectif, échanger sur l'article 175 de la Constitution. Ces autorités morales ont voulu que le ministre de la Justice que je suis échange avec eux sur des dispositions constitutionnelles. Mais c'était vraiment des échanges dynamiques. On est allé au-delà de cela, nous avons évoqué plusieurs questions. Et comme je l'ai dit aux rois et chefs traditionnels, le ministère de la Justice est prêt à les aider, à les conseiller pour un bon fonctionnement de la Chambre des rois et chefs qui est une institution de la République qui doit servir l'intérêt général. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels est représentée dans chaque région administrative par un comité régional. On reste à Yamoussoukro. Le Trésor public a organisé une rencontre à l'intention des acteurs de recouvrement. Le but est d'augmenter le taux des amendes forfaitaires et judiciaires jugées faibles. Des recommandations ont donc été faites. Désormais, des poursuites seront engagées contre les personnes qui ne reversent pas dans les délais les amendes recouvrées. On en sait plus avec notre reporter Francis Boifo. À Yamoussoukro, tous les problèmes liés au recouvrement des amendes forfaitaires et judiciaires ont été soulevés. Il y a des amendes qui ne sont pas prononcées du tout. Et il y a aussi la situation des amendes qui sont prononcées. Elles sont prononcées, mais ne sont pas recouvrées. C'est un problème. Elles sont prononcées, recouvrées, mais non reversées dans les caisses de l'État. Elles sont recouvrées, reversées, et là, deux situations se présentent. Vous savez, il y a des tests qui ont été pris pour les clés de répartition. Donc, il y a le cas où la clé de répartition est respectée et les acteurs ne sont pas satisfaits parce qu'ils trouvent que le taux qui leur est alloué est insuffisant. Il y a aussi le fait que certaines administrations gardent les recettes par devers elles pour leur budget propre au lieu de reverser pour pouvoir impacter le budget de l'État.
Il a été question de la responsabilité des acteurs dans le processus de recouvrement des amendes ou encore des sommes d'argent fixées par la loi au trésor public après qu'une infraction ait été commise. Des propositions. Mettre en œuvre des sanctions à l'encontre des contrevenants. Engager des poursuites contre des personnes qui ne reversent pas dans les délais les amendes recouvrées dans les caisses du trésor public. Parce qu'il est chargé de prononcer l'amende et de mettre à la disposition des autres les documents afférents, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme est un acteur incontournable dans le processus de recouvrement des amendes judiciaires. Les magistrats du parquet en particulier qui exécutent les décisions de justice se mettent en ordre de bataille pour que les actes de recouvrement puissent être établis, puissent être exécutés, puissent être transmis. Nous avons des problèmes de localisation dans nos pays, mais ce que nous demandons et ce que la justice doit faire aujourd'hui en synergie avec le ministère de l'Intérieur et les policiers qui font les enquêtes, c'est de recueillir le maximum d'informations au moment même où le délinquant est appréhendé. Il y a un manque de communication, mais le garde des Sceaux, ministre de la Justice, nous a instruit de communiquer de plus en plus sur l'activité judiciaire. Ces mesures pourraient augmenter le taux de recouvrement des amendes judiciaires. Plus de 131 millions de francs CFA recouvrés entre 2012 et 2016 sur un total de plus de 5 milliards 37 millions de condamnations prononcées sur la même période dans 11 tribunaux. La promotion du civisme fiscal dans tous les secteurs d'activité reste l'objectif visé par le Trésor public. L'État poursuit sa politique de prise en charge des victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. 6 blessés graves de la crise de 2002 pris en charge au CHR de Korogo ont été évacués au CHU de Cocody pour des interventions chirurgicales. Mais après plus d'1 mois de traitement, ces victimes ont retrouvé le sourire. Elles ont reçu la visite de la ministre Maria Toukone. Reportage signé Mamadou Kwasi. Interné au CHU de Cocody depuis pratiquement 1 mois, Sekongo Yargumo peut désormais marcher normalement. Cette victime de la crise se déplaçait difficilement depuis 2003. En fait, avant, quand je marchais, mon pied était raide, tout droit. Pour pouvoir même marcher, je cognais les cailloux et autres. Maintenant, j'ai vu que j'ai commencé à plier légèrement la jambe. Je ne cogne plus les cailloux. Oui, j'arrive à marcher un peu bien. Sinon, avant même courir, je ne pouvais pas. Maintenant, j'arrive un peu à me dépêcher. Yargumo n'est pas le seul à retrouver le sourire. Ils sont au total 6 blessés de la crise de 2002, dont les cas nécessitaient une intervention chirurgicale qui ont été internés au CHU de Cocody depuis la ville de Korogo. Depuis en 2007, j'étais en mission, je me suis perdu une jambe par arme. Avant de venir ici, je souffrais trop parce qu'il y avait sang qui sortait chaque jour que j'ai fait. C'est moi-même je payais les petits produits, faire entretien à moi-même à la maison chez moi à Korogo là-bas. J'ai eu une fracture au niveau de la cuisse gauche et depuis ce temps je me traitais à l'indigénat et Dieu merci aujourd'hui le ministère nous a pris en charge. Ces blessés reçoivent la visite du professeur Maria Toukone, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Elle est venue s'assurer du bon état de santé de ces 6 victimes de guerre. À chacune de ces victimes, elle a eu un message de réconfort et de soutien, avant de rassurer toutes les victimes de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à les assister. Chacun dans sa zone va recevoir une prise en charge. Et si ça nécessite une évacuation vers d'autres structures, c'est le ministère de la Santé seul qui est disposé à dire que telle personne doit aller dans telle ou telle structure. Et ce qui fait que parfois nous avons des malades qui vont même à l'extérieur. Nous avons eu des malades qui sont allés, des victimes qui sont allés au Maroc et qui sont allés dans des structures privées. Mais tout cela, c'est sous l'encadrement du ministère de la Santé et demander aux victimes d'être patientes. Après plus d'1 mois de traitement, le professeur Ago Serge rassure la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité du bon état de santé des blessés. Les malades ont été pris en charge, nous sommes au stade évolutif et nous attendons de voir la suite de l'évolution. Certains peuvent déjà partir, mais il semblerait que beaucoup veuillent partir tous ensemble. Donc nous sommes dans l'attente d'un convoi. À ce jour, ce sont environ 1000 blessés qui sont totalement pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire pour les soins, ainsi que le transport vers les centres de santé.
Les forces de sécurité s'activent aussi sur le terrain pour le bien-être et la sécurisation des populations. Après les opérations Épervier 1 et 2 menées sur l'ensemble du territoire, la police nationale lance Épervier 3, une opération qui vise, je rappelle, à faire baisser la criminalité dans le district d'Abidjan et les grandes agglomérations. L'opération a été lancée dans la commune de Koumassi. Témoignage Mamadou Kwasi. L'épervier étend ses ailes dans le district d'Abidjan. L'opération Épervier 3 sur Abidjan Sud lancée par la police nationale dans la commune de Koumassi. Ses missions, lutter contre la grande criminalité, les incivilités, la prolifération des fumoirs, les plaques d'immatriculation banalisées, les installations anarchiques des gares routières et lutter contre les vitres teintées. Le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, invite à cet effet ces hommes à plus de professionnalisme. Je voudrais également inviter les unités opérationnelles engagées dans la conduite de cette opération Épervier 3 sur Abidjan Sud à faire preuve de professionnalisme, de courtoisie, d'abnégation et de respecter les principes du travail bien fait au profit des populations et des institutions de la République. Je vous engage à faire une application rigoureuse des dispositions légales et réglementaires en vigueur afin de contribuer résolument à la quiétude des populations. Le premier trimestre de l'année 2018, 1064 fumoirs ont été détruits, 27 gares anarchiques démantelées, 26 898 personnes interpellées, 1646 personnes déférées, 148 vendeurs ambulants déférés et d'énormes quantités de produits prohibés et de drogues saisies. La lutte continue, la traque de malfrats continue. Ils seront traqués jusqu'à les derniers retranchements. Cela offre à nos concitoyens, à nos populations, des nuits paisibles, des journées agréables et des circulations assurées dans la zone sud et sur tout le territoire du district d'Abidjan. Cette opération qui va mailler spécialement la zone sud au pont Félix Houphouët-Boigny va engager 2000 policiers et gendarmes. Voilà, c'était un commentaire d'Abou Sanogo. Justement, l'opération de sécurisation dénommée Épervier porte ses fruits. Vous allez le voir, les éléments du CCDO, Centre de coordination des décisions opérationnelles basé à Boaké, viennent d'intercepter 54 kg de cannabis. 2 individus ont été mis aux arrêts. Ils ravitaillaient de nombreux réseaux de consommateurs de drogue, dont l'université et des grandes écoles de Boaké, capitale de la région de Béké. Kader Sokotogo. Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO Boaké. 2 individus avec des valises. Le décor pourrait bien ressembler à des voyageurs ordinaires. Erreur, ces individus transportent de la drogue, précisément du cannabis, 54 kg au total. Suite à une information anonyme, l'étau s'est resserré autour de l'un d'entre eux, étudiant à Boaké. La perquisition de son domicile a permis de trouver toute cette quantité de drogue. Sa mission, ravitailler certains étudiants de l'université Alassane Ouattara et de certaines grandes écoles de Boaké. Dans les universités et les grandes écoles, à tous ceux qui consomment la drogue et qui vendent la drogue, je leur dis, je leur conseille d'arrêter et ce n'est pas une bonne chose. Oui, je regrette. Les forces de défense et de sécurité basées à Boaké restent déterminées à démanteler tous les réseaux de dealers. Boaké, vous savez, Boaké pour nous, c'est un enjeu. Voilà. Boaké sort d'une crise. Donc nous sommes venus là, c'est pour faire la promotion de la destination Boaké. Voilà, donc il faut déblayer, nettoyer Boaké de tous les déchets pour que les gens puissent venir. Parce que c'est la drogue là-même là, qui nourrit la criminalité. Cette prise s'inscrit dans le cadre de l'opération Épervier 3 qui suit son cours à Boaké. Je vous propose maintenant un bon exemple à suivre. Il s'agit du système de mentorat au niveau des sages-femmes. À l'occasion de la journée mondiale de la sage-femme célébrée hier samedi 5 mai, notre équipe de reportage conduite par Ami Sissoko s'est rendue au centre de santé de Ouassakara à Thié et à Yopougon pour s'imprégner des acquis du système de mentorat sur place. C'est un système qui consiste à recruter des sages-femmes à la retraite pour accompagner les plus jeunes dans la pratique du métier. Centre de santé de Ouassakara à Thié, dans la commune de Yopougon. Salle d'accouchement. Ici, Hélène,
sage-femme retraitée partage son expérience avec Céline, une débutante. La dame venait d'accoucher et donc j'étais en train de lui expliquer comment faire rétracter l'utérus pour que la femme ne saigne pas. Habituellement, je masse, mais je ne savais pas qu'on empaumait tout le globe utérin pour masser, pour pouvoir bien rétracter le globe pour éviter les saignements. Une assistance possible grâce au système de mentorat. Ce système consiste à faire appel aux sages-femmes à la retraite appelées mentors pour coacher les plus jeunes, depuis la consultation jusqu'à l'accouchement. Objectif, les aider à améliorer leurs prestations. C'est vrai qu'elles ont été formées, mais il y avait des atouts minimums qu'elles ne maîtrisaient pas. Donc il fallait quand même renforcer ces atouts-là et surtout leur redonner confiance par rapport au travail qu'elles font. Nous avons des retours, puisque je lui avais dit la dernière fois qu'il fallait qu'elle demande le bilan et c'est ce qu'elle a fait. Il y a des choses peut-être qu'on connaissait, mais elles ont complété. Il y a d'autres aussi, vraiment, on ne savait pas du tout. Par exemple, comment faire la révision utérine, une femme qui saigne, comment faire la prise en charge, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'évacuer la femme. Avec la formation, franchement, il y a beaucoup de femmes qu'on peut sauver aujourd'hui. Pour les parturientes, cet encadrement facilite leur accouchement. Avant, quand on venait, les gens nous regardaient, en tout cas, les gens nous négligeaient beaucoup. Souvent, même ma femme enceinte, même, elle en travail, en tout cas, les femmes ne nous regardaient pas. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. En tout cas, il y a beaucoup qui a changé. Mon taquin, en tout cas, on passait à jouer les petits moments, ça a bien se passer. Oh, tu as peur, des petits trucs, ce n'est pas que j'ai peur. Non, c'est bien passé. Le système de mentorat vise à faire baisser le taux de mortalité maternelle de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes à 70 décès d'ici 2030 selon une recommandation de l'OMS. Le mentorat, c'est aussi pour faire baisser les taux de mortalité néonatale et infantile. Après 9 mois d'expérimentation, le système de mentorat semble porter ses fruits. L'exemple avec le centre de santé de Ouassakara à Thié. On avait constaté un peu que nos femmes partaient, elles ne venaient plus ici. Mais les accouchements commencent à revenir. Aujourd'hui, on peut faire en moyenne 10, 12 accouchements, peut-être même 15 dans les 24 heures. Dans le temps, on faisait au moins 100 à 102 évacuations, soit 100 évacuations avant accouchement, au moins c'est 40 évacuations après accouchement, par mois. Mais depuis leur instauration, nous avons trop fait d'évacuations après accouchement, c'est 4. La moyenne depuis cette année, et puis 40 à 50 accouchements, évacuation avant accouchement. Le mentorat a été lancé en avril 2017 par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le projet est piloté par la direction des soins infirmiers et maternels. Nous avons constaté qu'il y a une amélioration nette de l'accueil au niveau des parturientes. Nous avons aussi constaté que les pathogrammes qui n'étaient pas bien remplis ont commencé à être bien remplis. Dans certains districts, les cas de décès notifiés ont chuté légèrement. Le cas du district sanitaire de Korogo, vous savez, en 2016, il y avait 112 cas de décès qui avaient été notifiés. Et quand nous avons mis en œuvre le mentorat, nous avons constaté que nous sommes arrivés à 51 cas de décès maternels notifiés. La phase expérimentale du système de mentorat qui a duré 9 mois est maintenant achevée. Mais certains mentors continuent d'offrir leurs services aux maternités. C'est le cas de Hélène et Mélanie. Le système de mentorat avait permis de recruter 100 sages-femmes à la retraite. Elles étaient reparties dans 41 districts sanitaires sur 83 que compte le pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique compte le relancer pour une période de 3 ans sur toute l'étendue du territoire. On passe à présent au reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Olivier Iriebi et Gabriel Zani. La Cour constitutionnelle gabonaise a mis fin lundi au pouvoir de l'Assemblée nationale et a exigé la démission du gouvernement. Pour elle, les autorités n'ont pas été en mesure d'organiser les élections législatives dans le délai imparti de fin avril. 3 jours après la démission de l'ancien gouvernement, un nouveau gouvernement a été mis en place au Gabon vendredi soir. Au Kenya, le mardi 1er mai est placé sous le signe de la réconciliation.
Le président Uhuru Kenyatta et le chef de file de l'opposition Raila Odinga se sont retrouvés lors des cérémonies officielles. L'opposant a profité pour annoncer la fin de sa campagne de désobéissance civile et du boycott de plusieurs entreprises qu'il avait accusées d'avoir participé au trucage de la présidentielle d'août 2017. Un attentat a visé mercredi matin la haute commission électorale libyenne. 2 kamikazes ont infiltré le bâtiment de la commission électorale et se sont fait exploser au milieu des employés. Le bilan de ces attaques fait état de 12 morts et 7 blessés dans un communiqué diffusé par son organe de propagande Hamak. L'État islamique a revendiqué l'attaque. Près de 100 morts et 143 personnes blessées lors de violentes tempêtes de sable en Inde dans la nuit de mercredi à jeudi. Des vents à plus de 130 km/h ont soufflé sur le pays selon les autorités de gestion de catastrophes. La plupart des morts ont été causées par des chutes d'arbres ou de murs ayant cédé sous la pression des vents. Muharrem İnce est le candidat à l'élection présidentielle du principal parti de l'opposition turque, le CHP. Il a été officiellement désigné le vendredi par son parti. C'est donc le député de la formation kémaliste qui va affronter Recep Tayyip Erdogan aux urnes de la présidentielle anticipée du 24 juin prochain. Le député de 54 ans est connu pour être l'un des plus intraitables opposants du chef de l'État. Le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, a été arrêté par la police samedi à Moscou lors d'une manifestation non autorisée. La manifestation organisée à 2 jours de l'investiture de Vladimir Poutine pour un 4e mandat présidentiel a entraîné des échauffourées entre les partisans de Navalny et des militants pro-Kremlin. Plusieurs militants de l'opposant russe ont été également arrêtés au cours de ces manifestations. Ils sont plus de 5,4 millions de Tunisiens à être appelés aux urnes ce dimanche pour les premières élections depuis la Révolution. Depuis 2011, les municipalités sont dirigées par des délégués spéciaux nommés par le pouvoir central. Ces élections marquent donc le début d'une nouvelle ère pour la démocratie en Tunisie. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Michel Mambo pour un nouveau journal. Très belle soirée sur RTI1.